Accès au dépistage et à la vaccination contre le HPV, c'est le thème d'Octobre Rose lancé ce jeudi au Mali. Dédié à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, cette campagne met l'accent sur la prévention et la détection précoce de ces cancers. Le projet Grand Bamako vise à transformer Bamako et ses 26 collectivités en répondant aux défis de l'assainissement et de l'accès à l'eau, entre autres. Un atelier préparatoire récent a rassemblé divers acteurs pour discuter des stratégies et attentes du projet. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le Mali accueille la Guinée-Bissau ce vendredi au stade du 26 mars pour la 3e journée des qualifications. Avec 4 points, les Ailes du Mali, leader du groupe I, visent une victoire avant le match retour à Bissau. Merci de votre constante fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Lancement ce jeudi de Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, une occasion d'intensifier les efforts de sensibilisation et de prévention. Tout au long de ce mois, des dépistages précoces et des campagnes de sensibilisation sont organisées pour combattre ce mal qui fait des victimes dans notre pays. Mariam Sissoko et Soumaïla Konari. Fatoumata Danfaka et Fatoumata Traoré sont deux dames que nous avons croisées sur la route de Kati, où se passe le lancement des activités de Octobre Rose, le mois de la lutte contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus ce jeudi matin. Non, c'est cette année même que j'ai su qu'il y a un mois rose en octobre. Non, je ne connais pas Octobre Rose, puisque j'ai jamais été à l'école. Comme nos deux interlocutrices, beaucoup de femmes ne connaissent ou ne mesurent pas la gravité de cette maladie, qui tue plus de 1200 femmes par an au Mali, selon les dernières statistiques. C'est pourquoi autorités, ONG et associations féminines accordent leur violon pour plus de sensibilisation. Cette lutte ne peut pas se passer sans la mobilisation sociale. L'année dernière, on a mobilisé, on a communiqué et sensibilisé et mobilisé plus de 1 900 000 femmes. Mais nous avons pu l'année dernière dépister plus de 35 000 femmes au cours de la campagne. Donc, c'est pourquoi il est important, en deuxième temps, de lancer un vibrant appel. Et à vous, pour continuer à nous aider, à aider le ministère de la Santé, et aux partenaires pour continuer à appuyer le ministère de la Santé dans ses efforts habituels, parce qu'en réalité, c'est l'État d'abord qui est le premier bailleur de la santé. C'est le dépistage tardif qui nous amène dans ce processus. Il y a beaucoup de plus de cancers du sein. Donc, quand effectivement il y en a assez, parfois il y a aussi plus de femmes qui meurent de ce cancer. Donc, pour vous dire que les deux cancers tuent et tuent beaucoup. Je demande à toutes les femmes de se faire dépister, que ce soit les mammographies, les consultations, gynécologie et tout, si possible de le faire. En tout cas, la Fondation FAD, à travers le programme Hassanat, nous allons intervenir dans la zone de Kati à partir d'aujourd'hui. Donc, ce combat-là, nous allons faire à bras ouverts, Inch'Allah. Grâce aux différentes sensibilisations et l'implication de nos acteurs de la santé, beaucoup de progrès sont enregistrés dans la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Le Mali a fait beaucoup de progrès et c'est là grâce à la synergie d'action de tous les acteurs. Vous avez pu le constater aujourd'hui, aux côtés de l'État, il y a la société civile, il y a les partenaires techniques et financiers, il y a les ONG d'exécution, il y a même la population. Donc, avec la symbiose de tout ça, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas de progrès. Le cancer n'est pas une fatalité. Sa guérison est bel et bien possible si le diagnostic est fait à temps. Nous témoigne Soumaoro Farima Kone, âgée d'une 40aine d'années, mère de 3 enfants. Oui, Farima a pu vaincre ce mal. Quand le médecin m'a dit que je dois me soumettre à une ablation de sein, ça a été un vrai choc. Mais aujourd'hui, ça va, Dieu merci, je suis en vie. J'invite toutes les femmes à se faire dépister. Le cancer tue, certes, mais comme dirait l'autre, mieux vaut prévenir que guérir.
n'a yeri la fɛnɛ kirimu tɛ dɛ an minnu jɔlen filɛ écran ɲɛfɛ yɔrɔ kɔni o tɛ kirimu ye mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ cancer tɛ mɔgɔ caman sera ka sɔrɔ cancer tɛ. Le cancer en général et celui du sein en particulier est devenu un problème de santé publique. Le dépistage précoce reste la seule alternative pour une meilleure prise en charge. Durant tous ces mois d'octobre, le dépistage du cancer du sein et même du col de l'utérus est gratuit dans plusieurs structures de santé publique. Je le disais au sommaire, le projet Grand Bamako se distingue par son ambition de transformer la ville de Bamako et ses 26 collectivités et périphéries en répondant à des défis majeurs tels que l'assainissement et l'accès à l'eau. Cette initiative, largement saluée par les partenaires, vise à améliorer durablement les conditions de vie des populations. Les travaux de l'atelier préparatoire à la campagne Grand Bamako se sont clôturés ce mercredi. Le président de Grand Bamako, Mahamadou Y. Maïga, partage les objectifs, attentes et perspectives de cette vaste initiative au micro de Khadija Toukouni. Le Grand Bamako est en fait une vision portée par la mairie du district de Bamako, les 6 communes du district de Bamako et 15 autres communes périphériques en vue de mutualiser leurs efforts et assurer un développement cohérent de leur territoire. Le Grand Bamako s'inscrit dans la ligne des autorités maliennes de faire de la décentralisation le moteur du développement du Mali. Donc, à cet effet, les communes ont pris conscience de leur potentialité locale et ils ont décidé de les mettre ensemble pour créer des projets structurants. Et parmi ces projets structurants, on veut parler de la création de 10 centrales solaires dans l'espace Grand Bamako, de 3 ports secs, toujours dans le territoire du dans le territoire du Grand Bamako. Et par rapport à l'eau potable, le Grand Bamako décide de doter chaque village d'une station et d'une pompe d'eau potable, sans compter l'aménagement des périmètres agricoles. Alors, est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour la réalisation de tous ces projets? Le Grand Bamako compte sur ses moyens propres et les moyens de ses partenaires. Et je veux citer la Banque mondiale, la BOAD et l'ONU Habitat et beaucoup d'autres partenaires, notamment des opérateurs économiques locaux qui sont prêts à se lancer dans l'aventure du Grand Bamako. Et à quoi ressemblerait Grand Bamako d'ici à 2030? Notre ambition est que d'ici 2030, Grand Bamako soit un espace de développement où le bien-être des populations, leur sécurité est assurée. Les moyens de transport seront mis en œuvre pour assurer une mobilité, une fluidité au sein du Grand Bamako. Grand Bamako, donc pour le bonheur de tous les Maliens, est-ce que vous avez un dernier message? Tout à fait. Et mon message à l'intention des populations du Grand Bamako, c'est d'y adhérer. Et actuellement, nous avons 26 communes qui ont accepté de se mettre ensemble pour constituer le Grand Bamako. Et il y a d'autres communes qui tapent à la porte. Donc nous les invitons parce qu'on est prêt à recevoir tout le monde pour un développement harmonieux du Mali. Et que le Grand Bamako soit le moteur du développement de la République du Mali avec des effets d'entraînement même au niveau de la sous-région. Justement, la présidente de la délégation spéciale de la commune 2 vient d'organiser une rencontre d'échange avec la commission permanente de Grand Bamako et les commerçants du marché éco de Missira. L'objectif de cette initiative est de sensibiliser et de concrétiser le projet Grand Bamako en assainissant le marché de Missira afin d'en faire un modèle de marché dans le cadre de ce projet. Aïssata Traoré.
Nous sommes au marché Eco-Safissi de Missira en commune 2 du district de Bamako. Ici, les infrastructures sont écologiques, elles sont réalisées à base de matériaux locaux et ce marché est destiné à promouvoir les produits locaux. La délégation spéciale de la commune 2 veut assainir ce marché pour qu'il serve de modèle dans le cadre du projet Grand Bamako. Nous pensons que dans le cadre de l'initiative du Grand Bamako, ça peut être un marché pilote qui donne à voir les produits maliens. Parce que si on parle de souveraineté économique et de renforcement des capacités de proposition et de production des femmes, on veut qu'il y ait un lieu qui soit un symbole fort de ce que nous savons faire, de ce que nous voulons faire, de ce que nous voulons devenir dans tous les domaines, l'alimentation, l'habillement, la médecine traditionnelle, ainsi de suite. C'est l'occasion pour moi, à chaque rassemblement communal, à chaque regroupement de citoyens, d'expliquer qu'est-ce que c'est la vision du Grand Bamako. Et j'ai initié avec Madame la Présidente de la délégation spéciale d'organiser un débat public, c'est-à-dire un débat tous azimuts, d'appeler les populations de sa commune, en faire la présentation du Grand Bamako, on les informe quelles sont les attentes, pourquoi la commune, qu'est-ce que la commune 2 a à gagner en restant dans le Grand Bamako. Et voilà un sujet qui peut être intéressant. Et cet exercice, si toutes les communes peuvent nous le permettre, ce serait bien que nous ayons maintenant auprès des populations expliquer c'est quoi le Grand Bamako. Les commerçants du marché de Missira ainsi que les autorités traditionnelles soutiennent cette volonté des autorités de la commune 2. Les investissements colossaux qui ont été faits là-bas, on ne peut pas laisser tomber ça là comme ça. Donc il va falloir tout simplement faire en sorte pour que ça puisse être ça. Les commerçants qui sont dans ce marché-là, on va les rassurer, mais une chose est sûre, si la majorité se dégage sur un sujet, ce sujet sera pris en compte et réalisé. Nous aimerions assainir notre marché, mais actuellement, nous n'avons pas les moyens. Nous demandons l'aide de la délégation et même d'autres personnes pour que tout le monde parle de la beauté de notre marché. Avant la concrétisation des différents projets destinés à ce marché, l'heure est à la sensibilisation et à la mise en place d'un comité de suivi provisoire pour l'assainissement du marché. Dans le cadre du renforcement des capacités des apprenants en journalisme, le RTM a lancé une série de formations chaque mercredi. Ce mercredi, Tchegoum Boubei Meiga, l'une des plus grandes plumes de la presse malienne, a été l'invité en tant que formateur. L'objectif de ces séances est d'inculquer aux apprenants les meilleures pratiques pour exercer le métier de journalisme. Fatmata Touré et Abdul Salam Ouedrago. Ce numéro était orchestré par l'un des grands noms de la presse malienne, à savoir Tchegoum Boubei Maïga, vétéran du journalisme, ancien rédacteur en chef du journal Les Échos et actuel directeur du journal Nouvelle République. Tchegoum est une référence incontestée par le milieu médiatique malien. Pendant 2 heures, l'invité du jour n'a aménagé aucun effort pour un fructueux partage d'expériences avec les apprenants. Je ne supporte pas qu'un journaliste qui a la liberté en main n'en profite pas. Je ne parle pas d'autocensure, mais n'ayez pas peur. Tous les domaines de l'État, vous pouvez les explorer en se disant que les téléspectateurs, les auditeurs, c'est pour eux que vous êtes là. Les participants attentifs ont été marqués par la profondeur des enseignements partagés. La satisfaction était palpable sur les visages des journalistes présents, tous reconnaissants pour cette opportunité d'apprentissage auprès du doyen Maïga. J'ai été vraiment épatée de voir dans un premier temps la manière dont il est accessible. La session a été très instructive, très participative. Je vois qu'il est allé directement droit au but de sa carrière de journalisme en passant directement par sa carrière de communication. Donc je ne pouvais pour rien au monde rater ça.
Et j'avoue que c'est une école, c'est aussi un homme qu'il faut en matière de la communication. Chegoum Bouboué Maïga invite la nouvelle génération à se former davantage, car dans les métiers du journalisme, on ne finit jamais d'apprendre. Les contes et légendes sont les gardiens des cultures et traditions d'une société. Ils permettent aux enfants de se connecter à leur héritage culturel tout en découvrant celui des autres, ouvrant ainsi leur esprit à la tolérance. La rédaction de ORTM2 s'intéresse à cette thématique. Quelle est l'importance des contes et légendes pour le développement des enfants? Élément de réponse dans ce reportage signé Mariam Konaté. Les contes et légendes développent la créativité et l'imagination des enfants en les plongeant dans des mondes fantastiques remplis de personnages magiques et d'aventures extraordinaires. À l'image de Mariam Traoré, un élève féru de contes et légendes. Oui, j'aime des contes. Kabafara u b'a bila bɔrɔ kɔnɔ turu bɛ se Suzanne ba ma o ye bɛn jinɛ fɛn jinɛw bɛ Suzanne ba minɛ ka taa n'a ye. Des mondes qui n'ont aucun secret pour Abdoulaye Coulibaly, conteur et passionné. Une passion qu'il partage aux enfants à travers l'association artistique et culturelle qu'il préside. Le conte d'abord est une école. C'est pourquoi conter d'abord c'est pour créer des liens en partageant des histoires. C'est former des images mentales, favoriser l'imaginaire, développer la confiance en soi, faire travailler les mémoires, structurer l'esprit des logiques. Donc une légende est toujours une histoire vraie qui rappelle toujours les gens de leurs origines. Les gens voulaient par exemple mettre en place une monnaie nationale. On peut prendre l'emblème de Sundiata sur cette monnaie-là pour nous inspirer de l'histoire. De raconter des contes aux enfants. Il y a aujourd'hui les réseaux sociaux, la télévision, souvent les contes-là se sont transformés en images avec les dessins animés et tout. Ici, les enfants découvrent de nouveaux mots et expressions, ce qui améliore leur connaissance de certaines valeurs et de compétences comme la communication. Dans le monde idyllique des contes et légendes, les bouts de bois de Dieu apprennent des leçons de vie et des valeurs comme la justice, la bonté, le courage ou encore l'importance de l'amitié, ce qui permet aux enfants de mieux comprendre et d'intégrer ces valeurs. À notre époque, on racontait des contes et légendes autour du feu chez un vieux du village. C'était un moment fantastique. Maintenant, les enfants sont intéressés par d'autres choses comme l'Internet et les boîtes de nuit. Déjà, certains médias ont fait leur, la mission de promotion et de valorisation des contes et légendes. C'est le cas de la radio Chaîne 2, avec l'émission Andemisanouka Kene, à enrichir l'univers des jeunes auditeurs avec ses trésors culturels. Tintin, Zirou, Ona Nyokona Chamau, Minumbe Demsenou Nisondia, Nico Akilou Kunu, à radio Chaîne 2 Camp. Dans notre émission, on fait des contes, on fait des récitations, on fait des poésies, on fait ce qu'on appelle les tintins. Souvent, on laisse le téléphone, les enfants appellent et puis ils répondent à ces petites devinettes qu'on appelle tintins. Donc souvent, les enfants même nous proposent des contes. On a instauré les contes dans ça là pour enrichir notre émission, pour que l'émission ne soit pas seulement de l'épanouissement des enfants, ne soit pas seulement d'applaudissements, que ça soit un peu éducatif. Les yeux enfouis dans son livre, l'écrivain se sent dans sa bulle. Une fois dans cette bibliothèque, il nous édifie sur l'importance des contes et légendes chez les enfants. La lecture du conte demande la concentration. Le vrai sens du conte, c'est l'éducation à l'écoute dès le jeune âge. Quand on apprend à s'écouter patiemment jusqu'au bout, même arrivé à l'âge adulte, on va s'écouter, même s'il y a un différend, on va écouter les uns et les autres s'expliquer jusqu'au bout avant d'arriver aux mains. Réinstituer le conte comme matière, c'est très ludique. En même temps, ça donne des enseignements. Donc, ça peut amener les enfants à prendre goût au conte. Ainsi, les contes et légendes sont bien plus que des moyens de divertissement. Ils sont des vecteurs de transmission des valeurs socio-culturelles aux enfants. Chaque conte et légende déclamé est synonyme de partage et de savoir.
Sport football éliminatoire CAN Maroc 2025. Ce vendredi, le Mali accueille la Guinée-Bissau au stade du 26 mars dans le cadre de la 3e journée des qualifications. Partageant la tête du groupe I avec 4 points, les Aigles du Mali abordent cette rencontre avec confiance et ambition. Ils visent une victoire nette avant de se déplacer pour le match retour à Bissau. Siragatou Sissé nous plante le décor. Un groupe Aigle au complet. Des joueurs motivés, l'ambiance est retrouvée dans le nid. Les hommes du sélectionneur Tom Saint-Fit sont plus que jamais prêts pour affronter les Djurtous de la Guinée-Bissau ce vendredi. Co-leader du groupe I avec 4 points, le Mali veut se donner les moyens pour battre au stade du 26 mars la Guinée-Bissau, 3e, 3 points. Les Bissau-Guinéens débarquent à Bamako à l'idée de prendre leur revanche, née de la défaite 6-2 en amical le 6 janvier dernier à la veille de la CAN Côte d'Ivoire 2024. À Kabbalah, quartier général, les ateliers se multiplient et tout est ficelé au millimètre près. Les Aigles du Mali sont dans de meilleures conditions. Ils n'aspirent qu'à jouer et répondre aux attentes des supporters. En 13 face-à-face, toutes compétitions confondues, entre le Mali et la Guinée-Bissau, les Aigles totalisent 12 victoires. Un mot de basketball, le stade malien de Bamako, pour son entrée en lice dans le tournoi qualificatif à l'élite 16, a été battu par les Libyens d'Al-Ali 85-66. Ça va vite dans ce groupe A. Le stade malien de Bamako joue ce vendredi à 17h30 contre Creole Star du Cap-Vert. En ce mois d'octobre rose, restons mobilisés pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Chaque geste compte dans cette lutte. Merci de votre attention et à bientôt.